Oui, bonjour. Donc les micros marchent, c'est déjà ça. Merci à tous d'être présents. Effectivement, on va commencer ces rencontres. En fait, on va introduire ces rencontres par la présence d'Olivia Rosenthal, que je remercie d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour introduire ces rencontres et puis parler de la nécessité peut-être de la littérature, en tous les cas s'appuyer sur son œuvre pour se poser des tas de questions, comme on a pu entendre ce matin dans les introductions, sur la question du livre, de la littérature, des lieux du livre aussi. Ce que je voudrais, c'est que, en fait, on a intitulé cette première rencontre « On n'est pas là pour disparaître ». Alors, on n'a pas eu beaucoup d'imagination, puisque « On n'est pas là pour disparaître », c'est le titre d'un des ouvrages d'Olivia Rosenthal. Alors, qui ne doit pas disparaître? Probablement nous, les gens qui travaillons autour de la question du livre, de la lecture, etc. Mais la vraie question, c'est pourquoi on ne doit pas disparaître, me semble-t-il. Donc on s'est dit qu'il était peut-être utile d'en revenir peut-être à l'origine, s'il y a une origine, de la question du livre, de la littérature, etc. Donc à savoir les auteurs, et donc de poser ces questions-là, qui n'ont sans doute pas de réponse évidente et facile, à des auteurs. On a aussi invité Olivia parce que ce qui nous a intéressé dans son travail, dans son parcours, c'est qu'il y a bien sûr du livre, mais la littérature chez elle ne passe pas uniquement par la question du livre, elle passe aussi par la question du théâtre, par la question de la parole. Elle a travaillé aussi en collaboration avec d'autres artistes, d'autres sphères artistiques, ce qui a donné lieu à un certain nombre de performances qu'on va pouvoir évoquer d'ailleurs tout à l'heure. Donc voilà, ça nous a semblé intéressant d'avoir quelqu'un aussi qui explore plusieurs supports possibles à ce qu'on appelle la littérature. C'est un des thèmes qu'on va aborder tout à l'heure. Ce que l'on voulait aussi aborder avant de présenter son œuvre, avec Olivia Rosenthal, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été évoqué par Yannick Bigouin tout à l'heure, c'est qu'on peut imaginer que la littérature, ou en tous les cas on peut l'entendre, que la littérature c'est quelque chose de loin des préoccupations quotidiennes des gens, voilà, de leurs préoccupations et même de leurs angoisses quotidiennes. Pour autant, on peut constater aussi que nombre d'écrivains aujourd'hui travaillent à partir d'une matière, d'un matériau. Enfin, tous les écrivains partent d'un matériau, évidemment, mais ce matériau, il est souvent justement dans la vie des gens. Et c'est le cas d'Olivia Rosenthal pour bon nombre de ses ouvrages qui sont partis aussi de rencontres, d'entretiens, de ce matériau-là. Et ce que j'aimerais qu'on évoque avec elle, c'est en fait comment on part de ce matériau-là pour arriver à une œuvre de fiction, tout en posant cette question du rapport entre le réel et la fiction, qui est là aussi relativement insoluble, mais qui est toujours extrêmement intéressant. Voilà. Et puis nous terminerons peut-être aussi par une autre interrogation, tout simplement parce qu'Olivia Rosenthal est également enseignante, et que l'année dernière, en fait, s'est créé un master de création littéraire à Paris 8. Donc, on pourra aussi évoquer cette idée qu'on puisse apprendre à devenir écrivain, ou en tous les cas apprendre à écrire. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant ça, je voudrais juste tout de même présenter très brièvement Olivia Rosenthal. Donc, elle est romancière, dramaturge, comme je l'ai dit. Elle fait aussi d'autres choses, des performances. Enfin, son œuvre est multiforme. Elle est également enseignante. Elle a enseigné pendant quelques années d'ailleurs à Rennes, je crois entre 93 et 97, si je ne me trompe pas. Et puis aujourd'hui, donc à Paris 8. Elle est auteure aujourd'hui, enfin en tous les cas, elle a publié. Elle est peut-être auteure de plus de récits que cela, mais elle a publié 12 récits et romans. Le premier a été publié par les éditions Verticales en 1999 et s'intitulait Le Temps. Et son dernier donc, vient de sortir là, pour la rentrée littéraire en septembre 2014 et s'intitule Mécanisme de survie en milieu hostile. Donc comme je le dis, elle est aussi auteure de pièces de théâtre, de performances, de pièces sonores, etc. Simplement pour vous donner peut-être une idée de ce que Olivia écrit, en tous les cas des thématiques qu'elle peut traiter ou de ce qu'on peut retrouver de manière
assez récurrente en fait dans ses livres. Il y a bien sûr la question de l'identité qu'on retrouve tout à fait régulièrement. Il y a, je pense, cette question aussi de relation entre le réel et la fiction. Il y a aussi la peur, qu'on retrouve très 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 souvent, plutôt la peur que l'angoisse d'ailleurs chez Olivier Rosenthal, parce que c'est une écriture qui est très proche, je trouve, du concret, du réel. Et il me semble que la peur est quelque chose de peut-être plus concret que l'angoisse. Et puis, il y a aussi de l'humour. Voilà, c'est vraiment une œuvre qui intègre énormément la question de l'humour. Il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter au fragment, à la fragmentation du récit, mais Olivier Rosenthal fait beaucoup de combinaisons. C'est une littérature combinatoire, comme on pourrait dire, de certaines autres, enfin des mathématiques. On retrouve aussi beaucoup la question de la voix. Ce sont souvent des ouvrages polyphoniques. Et puis aussi une œuvre qui intègre des langages qui ne sont pas nécessairement des langages littéraires, mais des langages scientifiques, et qui joue avec, qui travaille avec. Donc parmi ces ouvrages, je voudrais juste en citer quelques-uns, comme ça, pour pouvoir un petit peu situer son œuvre. J'ai dit donc qu'elle avait écrit, ou publié plus exactement, son premier titre en 1999, qui s'intitulait « Dans le temps ». Alors là, c'est un ouvrage tout à fait curieux, parce qu'effectivement, on aura un petit peu de mal à le placer dans les rayons, peut-être, de certaines librairies ou de certaines bibliothèques. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est autre chose? En tous les cas, dès 1999, on voit bien que le travail d'Olivier Rosenthal, ça consiste essentiellement à chercher un fil narratif, un nouveau type de narration. Il y a des parties comme ça intitulées dans ce livre qui s'intitule Brouillon. Voilà, ce sont des brouillons. Et puis aussi des indications à haute voix. Alors, les indications sont aussi bien données pour le narrateur que pour le lecteur. Voilà, donc c'est quelque chose qui me semble intéressant. Le deuxième ouvrage publié en 1999, tout petit peu, oui, aussi, oui, s'intitule Mes petites communautés. Alors là, c'est un ouvrage en fait qui parle de la recherche des origines, on va dire. Et puis, le narrateur ou la narratrice n'hésite pas du tout à inventer d'ailleurs ses origines familiales. Donc c'est là qu'on voit bien la question du rapport entre le réel et la fiction, surtout dans cette sphère, je dirais, de la famille, de l'histoire familiale, où c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Un ouvrage aussi qui s'intitule « Puisque nous sommes vivants », publié en 2000. Et là, c'est assez amusant parce qu'on trouve peut-être pour la première fois d'ailleurs le discours médical, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui finalement, à qui on annonce qu'elle va devoir subir une ablation de la glande pinéale, qui est donc le siège des passions. Donc, qu'est-ce qu'on devient quand on n'a plus le siège des passions? Voilà. Et puis un titre qui est très très long, qui est un titre qui ressemble peut-être à un titre d'un ouvrage du XVIIIe siècle ou XVIIe siècle. L'homme de mes rêves ou les 1000 travaux de Barnabé le Sage, devenu Barnabé le Bègue, suite à une terrible mésaventure qui le priva quelques heures durant de la parole. Voilà, donc on a là un personnage qui est à l'enquête, qui est en quête, on va dire, du bonheur, en tous les cas, alors qui passe d'un individualisme forcené à quelque chose qui est comme une sorte de confrontation, on va dire, au collectif. Ça aussi, c'est une question qui revient très souvent dans le travail que Olivier Rosenthal fait, c'est-à-dire ce rapport entre l'individu et le collectif. Les 7 voies de la désobéissance, publié en 2004, et qui là est un récit, je dirais presque parodique, en tous les cas d'un récit de sagesse, comme on en trouve beaucoup aujourd'hui, donc qui emprunte en tous les cas la forme de ces récits asiatiques, de ces légendes asiatiques, mais il me semble qu'effectivement ça remet un petit peu en cause la notion de sagesse, de bien-être, toutes ces notions qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, du fait que peut-être il ne faut pas se déranger trop. Chez Olivier Rosenthal, je pense qu'il y a quand même un peu ce souci de l'intranquillité, comme on dirait, Pessoa. Et puis, un ouvrage qui s'intitule « Les fantaisies spéculatives » de J.H. Le Sémite, en 2005. Et là, J.H. Le Sémite, c'est un personnage qui est un peu embêté parce que
il est embêté, il ne sait pas très bien choisir entre la fidélité en fait à la tradition juive et puis sa transgression. Voilà. Et ça, c'est ce rapport à la tradition qui me semble aussi intéressant, qui ne concerne pas uniquement voilà, les gens qui sont dans la sphère de la judaïté, mais peut-être tout un chacun. On n'est pas là pour disparaître, qui est un ouvrage qui part en tous les cas de quelque chose de pas très, très joyeux, à savoir la maladie de l'Alzheimer, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, donc qui traite effectivement de la question de la mémoire, du rapport voilà, au monde quand cette mémoire a disparu, ou en tous les cas s'est abîmée. Un ouvrage pour le coup qui lui n'a pas été édité par les éditions Verticales, mais qui est issu d'une résidence en fait, Viande froide, reportage, et c'est une résidence qui a eu lieu en fait entre novembre 2007 et janvier 2008 au 104 à Paris. Et le 104 en fait, avant d'être un lieu culturel, était en fait le service municipal des pompes funèbres donc, de Paris. Et Olivier Rosenthal a donc interrogé, a rencontré en fait à la fois des gens qui travaillaient auparavant donc dans ces pompes funèbres, des gens qui travaillaient aussi sur le chantier, et puis des gens de la future équipe du 104. Un ouvrage aussi, ou un texte plus exactement, qui s'intègre dans un ouvrage plus vaste, qui a été lui écrit sur la prison de la santé, en fait, en 2010, enfin qui est paru en 2010, et qui là aussi est parti d'entretiens qui ont été réalisés donc entre mars et juillet 2008 avec des personnels et des détenus de la prison de la santé. Que font les reines après Noël, qui est un ouvrage qui est peut-être plus connu parce qu'il a eu le prix du livre Inter en 2011 et qui là justement réinterroge tous les langages ou tous les rapports qu'on peut avoir avec le monde animal. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent. Ils ne sont pour rien dans mes larmes, paru en 2012. Et là, Olivier Rosenthal a tout simplement posé la question à un certain nombre de personnes, là aussi dans le cadre d'une résidence à Bobigny, je ne me trompe pas. Quel film donc a marqué votre existence, a vraiment changé, pas marqué, mais simplement changé votre existence. Donc là, c'est aussi très intéressant voilà, parce que finalement, elle pose la question réelle de à quoi ça sert. Est-ce que les œuvres d'art, ça change vraiment voilà, l'existence. Et puis enfin, Mécanisme de survie en milieu hostile, voilà, qui est lui un livre tout à fait polyphonique où on retrouve là un seul et même personnage qui va affronter ou pas, en tous les cas, des modes d'hostilité ou des hostilités très différentes les unes des autres. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près des récits, en tous les cas, qui ont été récits et romans qui ont été publiés, mais ça vous permet de savoir un petit peu d'où on part, voilà, de quelle œuvre en fait on part. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde d'emblée, et je vais en venir ensuite à ma question, la question justement du matériau documentaire dont vous partez, parce que très souvent, je l'ai dit, donc, vos ouvrages partent d'entretiens, de rencontres, de rapports finalement avec, j'allais dire, les vrais gens. Donc voilà, comment on passe de ce matériau-là à la fiction, même si ça prend des formes différentes à chaque fois. Donc on peut répondre peut-être à cette question, puis peut-être lire aussi un passage de « Ils ne sont pour rien dans mes larmes » qui a été écrit sur disons, selon ce procédé-là. Merci de votre présentation. Donc, je vais juste dire quelques mots avant de peut-être vous lire un chapitre du livre « Ils ne sont pour rien dans mes larmes » qui effectivement était consacré à la question « Quel film a changé votre vie ?» Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, pour écrire mes livres, je passe par des rencontres que je fais avec des gens que je ne connais pas. Ça, c'est très important aussi que ce soit des gens que je ne connais pas, que je rencontre donc pour un livre, à qui j'explique donc que j'écris de la littérature. Donc je ne fais pas de journalisme, j'écris de la littérature, et dans ce cadre-là, donc j'aime bien donc nourrir mon travail de rencontres avec des gens qui vont me parler du sujet sur lequel j'ai envie de travailler. Donc ça peut être assez varié. Donc par exemple, pour Que font les reines après Noël, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens qui travaillent avec des animaux, qui font donc ce métier de dresseur, de soigneur de zoo, d'expérimentateurs de laboratoire, de boucher, parce que c'est les animaux un peu au sens large.
Et en fait, on va dire que l'avantage d'un entretien sur la lecture d'ouvrages que je fais par ailleurs sur ces questions, puisque pour écrire, évidemment, il faut aussi lire beaucoup d'autres textes, et moi je me nourris beaucoup de textes qui peuvent être des textes scientifiques ou de sciences humaines qui m'aident en fait à comprendre un petit peu ce que je suis en train de chercher. L'avantage, on va dire, de la rencontre avec des gens sur la lecture de textes, c'est qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment, par exemple, dans ce cas de Que font les reines après Noël, comment un métier s'incarne dans une personne, c'est-à-dire comment une personne peut raconter son métier, pourquoi elle fait ce métier. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui m'intéresse dans le métier, c'est moins le métier en lui-même que la manière dont les gens y entrent, c'est-à-dire la singularité en fait de chaque parcours. Et en fait, c'est ça que permet l'entretien par rapport à la lecture d'un ouvrage, par exemple sur les dresseurs en général. Il se trouve que moi j'ai rencontré un dresseur de loups qui travaille dans la région de La Ciotat et qui travaille beaucoup avec le cinéma. Donc je suis allée le rencontrer. Donc je lui ai effectivement posé des tas de questions sur comment on devient dresseur de loups, au sens quel type de formation, quels examens, qu'est-ce qu'il faut apprendre, etc. Donc ça, c'est vrai que lui ou un autre aurait pu me le raconter. Mais ce que lui seul pouvait me raconter, c'est comment il est devenu dresseur de loups. Et par exemple, il y a une chose qu'il me racontait qui m'a beaucoup fait rêver, que j'ai pas énormément utilisé dans le livre, mais qui quand même, je crois, a fait son chemin et qui pour moi est une sorte de fiction déjà. C'est que en fait, il m'a expliqué qu'avant d'être dresseur de loups, il a été scaphandrier. Alors là, je me suis dit qu'il y a vraiment, enfin, voilà, pour moi, la fiction, elle est là, c'est-à-dire comment on passe, et ça, il me le raconte pas, hein, donc je suis obligée de l'inventer. Comment on passe de scaphandrier, donc le scaphandrier, en l'occurrence, il porte un scaphandre et il allait dans les ports, justement du côté de La Ciotat. Il s'occupait donc de réparer les bateaux, etc. Donc comment on passe de ce métier-là au métier de dresseur de loups, donc le chemin en fait parcouru. Donc c'est des questions en fait qui m'intéressent beaucoup parce que là il y a vraiment, enfin chaque chemin est absolument singulier. On peut pas. Je pense que c'est le seul dresseur, enfin peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est le seul dresseur de loups, le seul dresseur qui, avant d'être dresseur de loups, a été scaphandrier. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est à la fois donc la connaissance générale que quelqu'un peut me donner sur son métier, parce qu'il en a une pratique, mais c'est aussi la connaissance strictement singulière qu'il en a parce qu'il est passé par des tas d'étapes. Et ces deux choses à la fois font que l'entretien est absolument nécessaire et apporte vraiment beaucoup plus que simplement des lectures qui, par ailleurs, sont nécessaires. Alors, ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que finalement, j'allais vous poser un peu la question, parce que ce genre d'entretien, de rencontres, etc., ça pourrait donner lieu à un travail comme, je ne sais pas, Florence Aubenas peut en faire, par exemple, une journaliste, et puis voilà, on témoigne simplement. Et là, ce que vous dites, qui me semble intéressant, et peut-être là, on a une piste sur la question de la fiction, c'est que finalement, ce qui vous intéresse, vous, c'est l'incarnation et je dirais le fait que ça s'incarne individuellement et que justement on reste pas sur des notions de généralité, mais que à la fois on puisse témoigner de quelque chose qui peut-être cause à tout un chacun, mais est tout à fait incarné. Oui, alors après, la grande différence avec le journalisme ou le journaliste qui fait une enquête, c'est aussi que quand on fait une enquête, effectivement, on cherche quelque chose et on cherche à obtenir un certain nombre d'informations qui ont pour objectif de proposer une réflexion sur la société, de démontrer, enfin voilà. Alors que, on va dire l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, quand on est écrivain, c'est que, en fait, et c'est ce que je dis beaucoup aux gens avec qui je m'entretiens, et qui parfois peut les dérouter un petit peu, c'est qu'en fait, je ne cherche rien. C'est-à-dire, en fait, je pourrais dire que je ne sais absolument pas ce que je cherche, et que j'ai pas une idée a priori de ce à quoi l'entretien pourrait servir. Donc le chemin que nous allons faire avec la personne avec qui je m'entretiens est un chemin
on va dire, absolument inédit, parce que, bien sûr, il y a des questions auxquelles je pense, c'est-à-dire, par exemple, oui, comment est-ce que vous êtes devenu dresseur, quel type de gestes vous faites, quels animaux vous préférez, enfin, etc., etc. Mais, en fait, ces questions, elles vont être entièrement aussi déterminées par la rencontre, et on va dire qu'il n'y a pas de cadre, ni de protocole, comme il peut y avoir, par exemple, dans une enquête sociologique, qui est, on va dire, à l'origine de ça. Donc, en fait, il y a quelque chose de... Enfin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect absolument hasardeux, on va dire, de l'entretien, à la fois dans son déroulé, mais je dirais même aussi dans le choix des personnes que je vais faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un choix qui tient au fait que quelqu'un me parle de quelqu'un qui pourrait, etc. Enfin, c'est vraiment pas du tout scientifique. Je pourrais dire que je revendique le fait que ce ne soit pas scientifique. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer des gens, non pas qui ont des choses... par exemple, un journaliste, parfois, il faut qu'il tire de la personne avec qui il s'entretient des informations que la personne ne veut pas donner. Parce que c'est important de dévoiler, par exemple, un certain nombre de choses qui restent cachées. Et c'est aussi le métier du journaliste de faire ces opérations de dévoilement. Alors que en fait, dans mon travail d'écrivain, c'est pas du tout la démarche que j'adopte. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec des gens qui veulent raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une démarche de récit, en fait, qui ont envie, en fait, de raconter quelque chose. Et la question de savoir si ce qu'ils racontent est vrai ou faux, par exemple, ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que par définition, à partir du moment où une personne s'adresse à moi et me raconte une histoire, le contrat, on pourrait dire, c'est que je lui fais absolument confiance. Je ne cherche pas du tout à le dérouter dans son propos. Bon, alors des fois, évidemment, je vais quand même un peu le titiller, il ne faut pas non plus... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement, précisément, comment la fiction, elle commence avant moi. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de me raconter sa propre histoire... si je lui demande aujourd'hui, si je lui demande demain, si je lui demande dans 10 ans et dans 20 ans, le récit sera différent à chaque fois. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la fiction qu'on est obligé de construire pour raconter à soi-même ou à quelqu'un d'autre sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour raconter sa vie, par exemple, que d'en passer par la fiction, parce que la fiction, c'est simplement la reconstruction des épisodes, c'est le montage de séries, c'est les analogies qu'il y a entre différents épisodes de la vie, etc. Et ça, on passe notre temps, on ne passe pas notre temps à le faire, mais enfin, quand un écrivain vient, c'est l'occasion, en fait, pour quelqu'un justement de procéder à cette opération-là, de se fictionner, c'est-à-dire de se raconter. Et donc, je pense que du coup, enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que c'est pour ça que les gens le font. C'est-à-dire que moi, j'y trouve mon compte, parce qu'effectivement, comme vous dites, ça va être le matériau du récit, mais j'ose espérer, enfin, d'ailleurs, sinon les gens ne le feraient pas, que celui qui répond à mes questions, il trouve aussi son compte, puisque c'est l'occasion pour lui de faire une espèce de bilan de fiction provisoire, qui pourra refaire ensuite, soit avec d'autres écrivains, soit avec... Mais finalement, on n'a pas tellement l'occasion de construire sa propre biographie. On peut le faire de temps en temps dans des dîners, mais ça peut un petit peu fatiguer les interlocuteurs. Donc là, avec un écrivain, l'avantage, c'est qu'on peut lui parler pendant 2-3 heures sans que l'écrivain soit fatigué. Bon, des fois, il est fatigué quand même, mais voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette opération-là, dans laquelle la fiction se construit aussi, non seulement parce que moi, je vais tirer de ce qui est raconté des tas de choses qui sont parfois des choses extrêmement minuscules qui ont été racontées, mais aussi parce que celui qui raconte va tisser, en fait, son propre récit, va donc l'inventer à mesure. Et vous, ensuite, il va falloir trouver une forme aussi à tout ça. C'est-à-dire que je pense que ça, c'est aussi important, ce travail sur la forme que ça va prendre dans votre écriture. Alors, vous avez donné quelques pistes, parce qu'effectivement, quand vous vous entretenez avec les uns et les autres, il y a des trous, il y a des espaces dedans, et vous semblez vous faufiler là-dedans pour vous, non pas forcément les remplir, mais en tous les cas, vous cherchez une forme qui va... effectivement aller vers une fiction qui a à voir avec ce qui a été raconté, mais qui aussi raconte autre chose.
Oui, alors après, ce qui m'intéresse aussi, bon, après, ça c'est aussi le travail de l'écriture, qui est quand même assez différent du travail qui consiste à s'entretenir avec quelqu'un. Mais je dirais que ce travail de s'entretenir avec quelqu'un fait partie de la construction de la fiction, qui exige peut-être des qualités un peu différentes, qui sont essentiellement liées à l'écoute. Et en fait, quand on est écrivain, si on est, enfin, dans le travail que je fais là, mais je pense que c'est vrai aussi quand on est écrivain et qu'on ne passe pas par l'entretien, si on n'est pas capable d'écouter quelque chose qui se passe autour de soi, ça va être difficile d'être écrivain, puisque le principe des écrivains, c'est quand même qu'ils ne cessent de prendre la place des autres, tout le temps, partout. Et du coup, pour prendre la place de quelqu'un, il faut quand même pouvoir sans cesse s'imaginer dans sa peau, dans son corps, dans ses sensations. Bon, donc ça, si on n'est pas dans une espèce de relation comme ça, sensible à l'environnement, on va avoir du mal à le faire. Donc je pourrais dire que l'entretien, ça participe de cet exercice-là de constitution de zones sensibles, au sens fort du terme, qui vont être... Voilà, qui vont petit à petit se déployer. Moi, je crois que j'ai appris, par exemple, avec le temps, à écouter mes interlocuteurs, à leur poser des questions. Enfin, voilà, ça, c'est la première chose. Et après, le deuxième moment qui est assez différent quand même, c'est donc vraiment le moment de l'écriture, mais qui se passe bien après que les entretiens ont été faits. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi que pour chaque livre, la relation que je vais élaborer avec ce travail préparatoire soit une relation différente. C'est-à-dire que je crois, enfin j'espère que dans chacun des livres, l'endroit où je vais attaquer, si on pourrait dire, l'entretien, la manière dont je vais le traverser, etc., va varier. Donc, soit par exemple, je vais utiliser le style direct et on va voir apparaître dans le livre des sortes d'interventions écrites à la première personne où on a l'impression que quelqu'un parle et en fait, ça serait les personnes avec qui je me serais entretenue. Parfois, c'est du discours indirect, parfois, ça n'apparaît pas comme tel, parfois, enfin voilà. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça devient un enjeu littéraire, cette histoire de qu'est-ce qu'on fait avec ce matériau, qu'est-ce qu'on fait avec cette parole recueillie, comment on la transforme, comment on la monte aussi, puisqu'en fait, le principe de la fiction, c'est non seulement, comme vous dites, de se mettre dans les interstices, c'est-à-dire effectivement, moi, ça m'intéresse, ces endroits où les gens ne parlent pas, évidemment, parce que c'est cette espèce de métier de psy littéraire. C'est l'endroit où la parole s'arrête que nous, les écrivains, on va commencer, on pourrait dire. Bon. Donc il y a cette histoire d'aller dans les interstices, d'aller dans les passages, ou de faire les passages, parce qu'il y a aussi que les gens parlent d'une chose puis d'une autre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est, par exemple, entre scaphandrier et dresseur, moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin, mais ça, c'est pas vraiment raconté. Donc voilà. Après, l'autre chose qui fait partie du travail, c'est pas seulement d'entrer dans les interstices, c'est aussi de faire un travail de montage au sens, on dit cinématographique, sauf que la littérature a fait du montage bien avant le cinéma, mais bon, disons, pour aller vite quand même au sens cinématographique, c'est-à-dire comment une séquence, par exemple dans Que font les reines après Noël, comment l'histoire du personnage principal, qui est l'histoire d'un personnage qui grandit petit à petit, comment ça peut entrer en résonance avec l'histoire d'un boucher, par exemple. Ça paraît pas si évident que ça, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, comment je vais réussir à mener de front, si on peut dire, ces deux choses qui paraissent un petit peu difficiles à sortir. Et donc il y a une espèce aussi de défi qui fait que en ayant cette contrainte-là, je suis obligée de raconter l'histoire de la petite fille autrement que si j'avais pas cette contrainte. Et donc, on va dire que je suis dirigée, d'une certaine manière, dans une fiction spécifique, du fait qu'à un moment donné dans le livre, il se trouve que voilà, c'est le moment où il va falloir que je parle du boucher. Et alors, a priori, en fait, entre l'histoire d'un boucher qui me parle de la viande et l'histoire, alors là en l'occurrence dans le Que font les reines après Noël, le boucher arrive à la fin du livre, donc je suis au moment où la femme qui est adulte est dans un moment de libération, voilà, c'est vraiment le dernier chapitre qui est le chapitre, on va dire, de la libération de ce personnage, comment ce personnage s'émancipe. Et je sais que je vais devoir raconter cette émancipation en ayant en regard dans ma tête
tout ce que le boucher m'a raconté sur la viande. Alors moi, pour moi, ça, par exemple, je trouve ça drôle, parce qu'en fait, je me dis, mais je vais pas, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et donc, tout le travail de la fiction, c'est quand même d'y arriver, mais c'est pas que la contrainte. Du coup, la contrainte aussi fait partie de la libération, parce qu'en fait, du coup, ça m'oblige à écrire des choses qui n'étaient pas. C'est pas qu'elles n'étaient pas prévues, c'est que je ne les connaissais pas, en fait, ces choses. Je ne peux les connaître que si je sais que je dois les raconter en alternant ce récit avec l'histoire du boucher. Et là, je découvre que finalement, cette histoire d'émancipation, c'est aussi une histoire de viande. Mais évidemment, ça, on ne peut pas le savoir avant de l'écrire. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre ce que je raconte, mais c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que brusquement, grâce à ce boucher, je redécouvre quelque chose de l'histoire du personnage. Mais je pourrais dire aussi que grâce au personnage, je réentends ce que raconte le boucher aussi. Enfin voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse en fait dans ce rapport entre la fiction et l'entretien. Avant de passer peut-être à une lecture, enfin brève, d'un extrait dont ils ne sont pas là pour... Ils ne sont pour rien dans mes larmes. Je sais, tous les titres se ressemblent, mais bon. Voilà, j'ai fait l'erreur d'essayer de les lire comme ça. En fait, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, des gens que vous avez, avec lesquels vous êtes entretenus? Qu'est-ce qu'ils ont, eux, pensé de ça? Est-ce qu'ils se sont retrouvés dans ces récits-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui, finalement... Bon, alors après, donc, quand je finis un livre, j'envoie à toutes les personnes qui ont témoigné, participé, sachant que dans certains livres, ils sont nommés de leur nom à la fin, ils sont remerciés. Dans d'autres, ça reste anonyme, voilà, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et les gens n'ont pas forcément envie d'avoir leur nom quand ils racontent des choses très intimes. Donc tous reçoivent le livre, mais après, les retours sont assez peu importants, parce que je pense que c'est d'abord assez compliqué d'écrire à un écrivain. Je crois que ça ne va pas de soi. Et par ailleurs, je pense que il se trouve que pour Ils ne sont pour rien dans mes larmes, comme c'était une résidence que j'ai faite dans un lieu qui est à la fois une salle de spectacle et un cinéma, qui est à Saint-Ouen, on a eu une soirée on va dire de clôture de résidence. Et lors de cette soirée, on a lu, avec mon éditeur d'ailleurs, ici présent, des extraits de Ils ne sont pour rien dans mes larmes, quelques-uns des chapitres. Je vais vous lire le premier tout à l'heure. Et il y avait certaines des personnes qui avaient témoigné qui étaient dans la salle. Donc là, il y avait vraiment un moment assez fort de retour, où effectivement, du coup, après, j'ai un peu parlé avec eux. Donc ils m'ont un peu parlé de cette sidération, c'est-à-dire du fait de découvrir dans le livre des choses qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir dites, mais peut-être parce qu'ils ne les ont pas dites, hein, par ailleurs. Bon, ça, donc c'est un peu normal qu'ils ne s'en souviennent pas. Ou je raconte souvent cette anecdote, mais bon, je vais quand même vous la raconter aussi parce qu'elle est assez drôle. C'est que, en fait, lors de cette soirée, j'ai raconté que donc quel film a changé votre vie. Donc les gens, je leur pose des questions sur leur vie, mais pour commencer, je leur pose des questions sur le film en question, et en particulier, je leur demande de me raconter la scène dont ils se souviennent le mieux. Et donc il y a une femme en fait qui me parle des 400 coups de François Truffaut, et en fait la scène, elle me raconte la scène en fait où le petit garçon qui fait des tas de bêtises se retrouve en maison de correction, et donc il est reçu par c'est pas une assistante sociale, c'est une éducatrice. Enfin, je crois que c'est une éducatrice. Et donc cette femme me raconte cette scène, qui visiblement est la scène qui a changé sa vie, puisqu'elle est devenue éducatrice. Et elle m'explique exactement le physique de cette éducatrice. Elle me parle de sa robe, de sa jupe en fait, de la manière dont elle croise les jambes. Enfin voilà, elle a un souvenir extrêmement précis de l'éducatrice en question. Donc elle me raconte toute cette scène, etc. Bon, très bien, donc je note. Et puis en fait, il se trouve que tout à fait par hasard, je tombe sur le film de François Truffaut quelques semaines plus tard, et je me dis, ah bah tiens, puisqu'on vient de discuter avec cette femme, je vais regarder le film. Donc le film se déroule, etc. Arrive le moment où le petit Douanel, Jean-Pierre Léaud, se retrouve devant l'éducatrice, et là, drame, c'est-à-dire que la scène qu'elle m'a décrite n'apparaît pas dans le film. Donc en fait, je me dis, comme c'était sur Arte, je me dis, bah, si ça se trouve, pour les besoins
de la diffusion, ils ont coupé la scène parce que bon, voilà, c'était trop long ou je sais pas. Et donc j'attends quand même, je me dis peut-être qu'elle est... Bon, en fait, y a pas, cette scène n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducatrice, elle est là, on sait qu'elle est là, mais elle est constamment hors champ dans le film. On ne voit que Jean-Pierre Léaud qui parle à l'éducatrice absente. Et en fait, après, je me renseigne, et en fait, cette scène n'existe pas. Donc elle a inventé cette scène, donc je raconte ce que je suis en train de vous raconter le soir de la... Mais sauf que je dis pas, en fait, évidemment, là, je vous raconte dans quel film, mais évidemment, je dis pas quel est le film pour pas que la personne sache, se sente accusée. Donc je dis voilà, que les gens inventent des scènes, que c'est ça qui m'intéresse en fait dans cet exercice. Et donc à la fin, elle vient me voir et parmi d'autres, elle me dit mais cette histoire là, c'est qui? Parce qu'évidemment c'est pas moi je connais très bien le film. Et donc en fait, elle avait totalement occulté, voilà, le fait que en plus ça pouvait être elle. Donc tout ça pour vous dire qu'au fond, ce qui est intéressant aussi dans le rapport qu'on a avec les gens avec qui on s'entretient et qui ensuite lisent le livre, c'est qu'à la fois ils se reconnaissent complètement dans le texte et en même temps pas du tout. C'est le principe de... C'est comme ça qu'on transforme un matériau initial ou une personne en personnage. Alors après, cette histoire de scènes disparues, etc., c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est comme l'histoire du scaphandrier, mais au sens strict, ça n'apparaît pas dans le livre. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de ça dans le livre. Simplement, ça nourrit autrement le livre. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important, cette histoire, que finalement, les scènes dont on se souvient le mieux dans un film, c'est les scènes qui manquent. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même une des choses... Voilà, sur le plan de la fiction, c'est quand même une des choses les plus belles qu'on peut raconter sur l'art. C'est qu'en fait, bah oui, tout ce dont on se souvient dans les films, mais c'est vrai aussi dans les livres, c'est les scènes qu'on a ajoutées, qu'on a transformées, etc. Et je pense que ça a nourri le travail, même si ensuite ça n'apparaît pas au sens strict dans le livre. Souvent les fins d'ailleurs, qu'on invente. Comment ? Souvent les fins qu'on invente, les fins de films qui sont... Les fins, quand elles ne nous conviennent pas, voilà. Donc on va peut-être lire, vous allez peut-être lire un passage avant qu'on passe à l'autre sujet, donc sur la question de la littérature et des différents supports. Un petit passage Alors je vais être obligée de lire un petit chapitre quand même. Petit chapitre. Petit chapitre. Alors, je vais vous lire le premier, ce sera plus simple, qui est... voilà, je vais vous lire La nuit américaine d'Angélique. La nuit américaine, je l'ai vue à 12 ans avec mon père, et à la fin du film, j'ai su que je serais comme Nathalie Baye. Je serais script. Personne ne sait en quoi consiste exactement le métier de script. La nuit américaine de François Truffaut raconte les difficultés d'un tournage. Les acteurs oublient leur texte, le chat refuse de boire le lait, la femme du régisseur s'obstine à rester dans le cadre, il y a des contretemps, des tensions, des aléas, des circonstances. Être script, c'est avoir de la mémoire, c'est être disponible tard le soir pour le metteur en scène qu'on admire, ou qu'on aime, ou qu'on croit qu'on admire alors qu'en fait on l'aime. C'est se tromper sans le dire, et même peut-être sans le savoir. C'est se rendre indispensable, remplir le vide, garder le moral quand rien ne va, coucher à droite à gauche, mais jamais pendant les prises, vivre intensément, mais jamais entre les films. C'est maîtriser, contrôler, ne rien laisser au hasard. Nous pourrions tous être script si nous le voulions. Nathalie Baye part dans son Austin Mini pour rejoindre un décor en extérieur. Elle crève en route. Elle essaye de changer la roue parce qu'elle se prend pour Wonder Woman. L'accessoiriste passe par là. Il lui propose de l'aider. Elle accepte à la fois pour la roue et pour le reste. Ils finissent tous les deux dans les fourrés, mais c'est une scène qu'on ne verra pas. Nous ne voulons pas tous être script. Nous n'avons pas forcément envie de coucher avec l'acteur Bernard Ménez tel qu'il était en 1973. À l'époque, j'habitais à Rouen, j'étais une oie blanche. Je ne savais absolument rien sur la vie. Mon père m'a montré ce film. Nous étions seuls tous les deux. Je ne me souviens pas de ma mère. Ils étaient sur le point de divorcer. La seule chose que je savais, c'est que je voulais que mon père m'aime et qu'il me le montre. Le vrai plaisir, ce n'est pas le sexe, c'est le plaisir de voir. Voir est un grand plaisir. Mais dans le cinéma, certaines choses, par exemple les choses du sexe, restent invisibles. Le cinéma nous empêche d'accéder à ce qui nous ferait le plus plaisir.
Je ne sais pas pourquoi je me suis identifiée à Nathalie Baye. Elle ne me ressemble pas, elle ne ressemble pas à ma mère, elle ne ressemble à aucune femme de ma famille. Je crois que je voulais être script pour construire quelque chose avec une équipe quand tout autour de moi était en train de se défaire. Les enfants imaginent que leur père a quelque chose à leur dire. Ils imaginent que leur père n'arrive pas à le leur dire. Ils imaginent que le cinéma dira quelque chose à la place de leur père, que chaque film est une grande histoire parlée qui leur est directement adressée. Au lieu de regarder les images, ils écoutent et écoutent encore, comme s'ils entendaient enfin la voix de leurs parents. Le plus beau, c'est quand Nathalie Baye rejoint le metteur en scène dans sa chambre et qu'ensemble, ils parlent du tournage. Truffaut, qui joue le réalisateur, dicte à Nathalie Baye les dialogues pour le lendemain, elle les tape à la machine, il est très tard. Dans la nuit, elle longe les couloirs de l'hôtel. Je me souviens, elle, seule dans le noir, glissant ses messages, ses feuilles de dialogue sous les portes des acteurs. C'est le métier que j'ai tout de suite eu envie de faire. Être script, c'est jouer le rôle de secrétaire, de messagère, de confidente. J'ai revu le film une seule fois avec mon amoureux. Nous avons découvert que la nuit américaine passait à Dieppe. Nous sommes partis à toute berzingue. Ça a été une course contre la montre. Nous sommes arrivés juste à temps. J'ai éprouvé une grande satisfaction. Enfin, je n'étais plus une petite fille. Je pouvais faire un pied de nez à mon père et me libérer de son emprise. Nathalie Baye et François Truffaut se vouent corps et âme au cinéma. Mais dans la vraie vie, l'un est mort et l'autre n'est pas script. Il faut donc revenir là où le cinéma prend fin, changer de perspective, de cadre, d'objectif, admettre que l'existence ne s'engloutit pas tout entière dans la lumière des projecteurs, que les zones d'ombre mènent loin des caméras, qu'il y a une vie après, que les personnages nous emportent, nous séduisent, nous attirent et nous trompent, qu'il faut rejoindre un pays qui est le nôtre, un désir qui est le nôtre, en faisant le deuil de nos illusions. Nous ne voulons plus être script parce que nous ne voulons plus être les confidents de nos pères. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde effectivement la question des différents supports et peut-être prendre un exemple là aussi qui est facile, puisque en fait, c'est quelque chose qu'on peut voir à Brest, en fait, dans le quartier de Pont-à-Nézen. Vous avez réalisé avec Philippe Bretel une installation typographique, enfin 2 murs typographiques. On peut peut-être donc là passer dès maintenant le site de Philippe Bretel, ce qui nous permettra de voir très précisément de quoi on parle. Voilà, vous le voyez là. Donc ce travail qui vous sort pour le coup du livre, d'une part, bon, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de sortir comme ça du livre, pourquoi ? Et puis, comment vous procédez aussi là, puisque c'est un travail plus collectif, en fait, je dis. Alors peut-être on pourrait, si on clique sur on pourra voir les images qui vont avec, si on descend ou en général, quand on met la souris sur le haut, là, il se passe des tas de choses. C'est juste un problème de souris, mais après ça va aller. Bon. Alors en fait, j'ai fait deux œuvres avec Philippe Bretel. L'une, donc effectivement, à Pont-à-Nézen, qui est un quartier de Brest, et l'autre en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, où on a fait aussi voilà, là, vous voyez, je les ai vus apparaître très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait à Bobigny. Donc j'ai apporté ici, si vous voulez, vous pourrez, j'en ai apporté une dizaine, mais vous pourrez en prendre. C'est le résultat qui prend la forme d'une sorte de poster double face dans lesquels on voit à la fois l'intégralité des textes que j'ai écrits pour la circonstance, on voit les endroits où ces textes ont été collés dans la ville, on nous voit aussi, Philippe Bretel et moi, aller coller les textes, puisqu'on l'a fait tous les deux ensemble, parce que ce qui nous intéressait aussi, c'est d'être en contact avec les habitants au moment où on collait les textes, avec les difficultés évidemment qu'on a rencontrées de temps en temps, soit parce que la colle ne marche pas, soit parce que les habitants veulent pas qu'on colle, enfin bon, etc., etc. Donc toutes ces circonstances. Donc en fait, le principe, comme vous le voyez là, c'est que donc on a inventé ensemble une forme à la fois littéraire et graphique qui permettait d'occuper, on pourrait dire,
visuellement certains endroits de la ville de Bobigny, sachant que c'est une ville très grande, donc en fait on a occupé un tout petit terrain en essayant de trouver les endroits où les gens passent à pied, et il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord une première chose, c'est effectivement l'idée que la littérature n'est pas seulement adressée à un seul lecteur, même si moi ça m'intéresse que chaque fois qu'on écrit un livre, on écrit pour une seule personne à la fois. Enfin, je veux dire, on écrit pour une communauté de lecteurs, mais en fait, c'est une seule personne à la fois. Et que là, en fait, le rapport au lecteur change complètement, puisqu'en fait, on n'écrit pas pour une seule personne à la fois. Là, on écrit pour des gens qui passent. Et donc, ça modifie complètement, je me suis rendu compte en le faisant, que ça modifiait complètement le type de proposition qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que dans un livre, par exemple, enfin, moi, en tout cas, j'aime bien aller jusqu'à l'endroit d'une limite, et même parfois de jouer un peu sur... enfin, de renverser le rapport qu'on peut entretenir avec des idées reçues et d'essayer d'aller le plus loin possible dans ce domaine. Et quand on est dans une ville, il faut aussi, on va dire, baisser, enfin, il faut aller moins loin, parce qu'en réalité, le lecteur n'a pas choisi de lire. Donc à partir du moment où il n'a pas choisi, s'il trouve un slogan un peu comme ça, voilà, qui peut paraître un peu transgressif, alors ça peut être considéré comme une agression, en fait, assez vite. Et du coup, en fait, il faut vraiment réfléchir à ça, c'est-à-dire le fait que dans ces cas-là, je continue à penser qu'il s'agit de littérature, mais c'est une littérature qui doit prendre d'autres voies. Et je dis que c'est de la littérature parce qu'en fait, les textes que nous avons, que j'ai écrits, mais que Philippe Bretel a mis en scène, a mis en forme, c'est des textes qui ne ressemblent pas justement aux textes habituels que l'on voit sur les murs. Ils ne ressemblent pas ni dans leur contenu, ni visuellement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de produire une espèce de décalage, de déplacement, parce qu'effectivement, les gens s'arrêtent. Effectivement, ils nous posent des questions. Effectivement, ils sont parfois pas contents, ou ils sont très contents, ou voilà. Donc, il se passe des tas de choses, d'interaction. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de produire une interaction directe, on va dire. Donc ça, c'était intéressant. Et l'autre chose que je peux dire, c'est que j'ai pas du tout l'habitude d'écrire des textes courts. En général, j'ai quand même un peu tendance à m'étendre, même si je me retiens, parce que mon éditeur me demande parfois de me retenir. Et là, en fait, on peut pas écrire des textes, on peut pas écrire des tartines, quoi. Ça marche pas. Donc, il faut quand même essayer de trouver quelque chose dans l'art du bref. Et ça va assez contre ma manière. Et donc, ça aussi, ça m'intéressait, d'essayer de trouver des voies pour proposer des formes de littérature brèves. Et voilà. Et dernière chose, c'est qu'évidemment, comme je travaille avec le graphiste, il a aussi des propositions, des demandes. C'est-à-dire qu'aussi le texte, il est pas fixé une fois pour toutes. Il faut qu'il s'adapte aux formes visuelles qui ont été prévues pour lui. Alors, heureusement, et c'est pour ça que je travaille avec Philippe Bretel, il aime les textes, donc il ne s'agit pas non plus de les détruire quand je les apporte, et il s'agit plutôt d'essayer de trouver comment les intégrer dans les formes visuelles qu'il a choisies, mais il n'empêche que parfois, voilà, c'est un peu compliqué. On avait choisi des signes. Donc il y avait la croix, il y avait le rond, et puis après il y avait des bâtiments qui étaient présentés en, je sais pas comment dire, en silhouette, qui étaient des bâtiments de Bobigny et qui permettaient en quelque sorte de reconnaître à certains endroits les textes qui venaient de nous. Et donc il fallait trouver cet équilibre en fait entre le visuel et le texte, et de voir comment... Et alors on a eu des réactions parfois assez violentes, et pas forcément des endroits où par exemple, on a collé un texte où je parlais des noms, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, évidemment, dans toutes les villes, c'est les noms que portent les endroits, qui sont souvent en banlieue, d'une part, les noms qui ont été donnés, effectivement, par les municipalités, mais aussi, c'est plus intéressant, les vrais noms, c'est-à-dire les noms que les gens donnent aux lieux, qui ne sont pas les noms des rues. Et par exemple, il y a une église à Bobigny, qui, je ne sais pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelle l'église Karl Marx. C'est quand même génial. Alors, l'église Karl Marx, donc moi j'ai fait un texte sur l'église Karl Marx, et sur le fait qu'en fait, il y a plein de gens qui ont fait des tas de choses et qui n'ont pas de nom dans les villes,
Bon, bref, donc j'ai fait une espèce de texte comme ça, un peu, bon, sur la question du nom, qui était un peu critique quand même sur les noms qu'on choisit. Et en fait, on a collé ces textes sur la MC 93, qui est donc la maison de la culture de Bobigny. Et en fait, les employés de la maison de la culture n'étaient pas du tout contents, même si on avait l'accord du directeur, parce qu'ils trouvaient qu'ils ne comprenaient pas ce que voulait dire ce texte. Ils étaient, voilà, et donc ils l'ont déchiré à plusieurs reprises. Donc on l'a remis plusieurs fois. Enfin voilà, c'était une espèce de... Et donc moi, ça m'intéresse, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça a suscité, de même j'avais fait tout un texte il y avait des grands travaux à Bobigny au moment où on a travaillé, et c'était des travaux énormes parce qu'en fait Bobigny est placé en partie sur une dalle surélevée comme ces villes des années 60, et ils étaient en train de faire tomber la dalle et d'essayer de ramener Bobigny au niveau du sol, si on peut dire. Mais j'avais calculé que si on voulait faire ça sur toute la ville, comme ça prenait 5 ans sur la zone concernée qui était le centre-ville, j'avais calculé que si on le faisait sur toute la ville qui est très grande, en multipliant par la superficie, ça prenait, je ne sais plus, 70 ans. Donc j'avais dit qu'en 2000, je ne sais plus combien, la ville serait entièrement rénovée. Donc j'avais fait un grand texte sur le... Donc ça non plus, ça n'avait pas plu, parce qu'évidemment, ça faisait un peu... Donc j'avais dit je crois que c'était en 2065, que Bobigny serait la plus belle ville du monde. Et donc là, les gens étaient assez énervés, donc ils écrivaient des choses dans la marge, autour du texte. Et donc évidemment, nous, on prenait en photo ces choses qui étaient écrites parce qu'on préférait ce qui était écrit que ce qu'on avait fait nous. Enfin, voilà, il y avait une espèce d'interaction. Alors, ce que je vous raconte, c'est quand même des exemples assez petits, parce qu'en réalité, la plupart des gens, ils passent sans regarder. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais ça fait rien. Enfin, voilà, ça fait partie aussi de... Quand même, il s'est passé quelque chose, enfin, on a eu le sentiment que quelque chose s'était passé, et que ce qui s'était passé, ça passait par la littérature telle qu'elle était, comme ça, insérée dans l'espace public. Et à Brest, enfin, il y avait tout un jeu aussi avec des cartes. Oui, alors j'ai apporté les cartes postales à Brest. Ouais. En fait, il fallait mettre, ça c'est une idée de Philippe Bretel, en fait, les murs étaient... il y avait un morceau de texte dans le mur, mais pour savoir exactement ce qu'il y avait écrit sur le mur, il fallait placer la carte en regard à une certaine distance, il fallait se mettre à une certaine distance qui était indiquée au sol, et mettre la carte, et là apparaissait l'ensemble du texte. Si on fermait un œil, on voyait donc apparaître le texte, et donc il fallait avoir les fameuses cartes postales qui étaient disponibles dans divers endroits de la ville, et derrière ces cartes postales, donc, il y avait aussi des petits textes, plus un mode d'emploi de cette œuvre, qui étaient les textes que j'avais, des textes très courts, que j'avais composés autour du quartier, avec aussi en interviewant des gens, ou justement, parce que là, dans le quartier de Pontanézen, on a eu le plus grand mal à interroger des gens. C'est-à-dire que là, c'était très difficile. Donc c'était aussi des textes sur le fait qu'on ne peut pas interviewer les gens, enfin, etc. Parce qu'on fait comme on peut. C'est-à-dire aussi cette histoire de... Quand on écrit un livre, on a quand même la latitude absolue, on est absolument libre. Et quand on se retrouve dans l'espace public, ben, on a des contraintes de toutes sortes. Bon, d'abord, on n'a pas le droit d'afficher, hein, normalement, évidemment. Donc on avait soi-disant une autorisation, mais en fait, on n'avait pas vraiment une autorisation. Donc on a quand même affiché, par exemple, sur les murs de la mairie. Bon, donc le maire a fait une lettre, enfin bon, etc. Donc, et en fait, voilà, donc ces contraintes-là, donc il y a toutes ces contraintes spatiales, administratives, politiques, enfin voilà, qui interviennent et qui sont vraiment aussi intéressantes parce que ça devient aussi des enjeux d'écriture. Et je pense que voilà, c'est aussi le fait que ce soit des textes littéraires, c'est pour ça que ça suscitait des réactions. C'est précisément parce que ça ressemblait pas complètement à des textes habituels qui sont pourtant très nombreux dans l'espace public. Il y a énormément de textes. Mais là, ceux-là, disons que c'était un peu inconfortable. Il y avait quelque chose de... Voilà, donc ça suscitait le débat, et c'est pour ça qu'on voulait aussi les afficher nous-mêmes dans la ville, précisément pour qu'on puisse avoir ce débat en direct. Très bien, on va peut-être aborder le dernier sujet que je voulais aborder, à savoir la question de l'enseignement de la création littéraire. Avec le master donc, de Paris 8, parce qu'on est un petit peu juste dans le temps. Alors, est-ce que d'abord, la littérature, ça s'enseigne? Enfin, c'est une question que vous avez dû entendre souvent. En France, en fait, on n'est pas très, très favorable en général à cette idée-là. Autant aux États-Unis, voilà, les écrivains interviennent depuis très, très longtemps dans les universités. Autant ce n'est pas le cas du tout, en fait, en
en France où ils n'interviennent pas en tant qu'écrivains. Vous êtes enseignante par ailleurs, mais vous n'avez pas, jusqu'à présent, vous n'interveniez pas à l'université en tant qu'écrivain, mais en tant qu'enseignante d'une matière X. En fait, ce qui m'intéressait dans ce master de création littéraire, c'est pas d'enseigner la technique de l'écriture, mais c'est de parler, enfin, en fait, de composer, de faire exister, de faire advenir à l'intérieur de l'université un espace dans lequel des écrivains en herbe puissent former un collectif. Alors, ils peuvent évidemment former des collectifs ailleurs. Ils ne sont pas obligés de venir à l'université pour ça. Ils peuvent aller, ils peuvent faire des revues, ils peuvent faire des tas de choses. Mais pour un certain nombre d'entre eux, visiblement, c'est aussi important de trouver un espace dans lequel ils peuvent échanger, non seulement avec un enseignant écrivain, c'est-à-dire en fait avec un écrivain qui est là pour transmettre sa propre expérience et pour raconter comment il fait, un peu comme on fait ici, hein, et pas pour leur dire comment il faut qu'ils fassent, mais pour leur dire, voilà un exemple possible, donc pour leur dire que c'est possible, enfin déjà, pour leur dire c'est possible, et pour leur dire aussi que la discussion, en fait, qu'on peut avoir autour des objets littéraires qu'on est en train de fabriquer, c'est une discussion qui peut apporter des tas de choses. Et moi, je trouve ça formidable qu'à l'intérieur de l'université, on ait ces espaces-là qui sont en fait, ça sert en fait à trouver des espaces de discussion. Donc en fait, ce qu'on fait quand on se voit avec les étudiants du master de création littéraire, bien sûr, eux, ils écrivent, mais voilà, et en fait, on passe notre temps à discuter, à lire, à se lire les uns les autres, à raconter comment on fait, à raconter pourquoi on n'y arrive pas, à voir si on aurait des moyens de faire. Donc c'est-à-dire, en fait, c'est comme de toute façon, personne ne procède exactement de la même manière dans le travail de l'écriture, ce qui est intéressant, c'est quand même de découvrir justement comment font les autres, c'est-à-dire exactement comment ils bricolent, puisqu'en fait, le principe de l'écriture, c'est une espèce voilà, il y a le bricolage. Donc le bricolage, oui, ça s'apprend quand même, il y a des choses qu'on peut apprendre. Si on veut planter un clou, quand même, il vaut mieux utiliser un marteau, enfin, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même des outils. Mais après, chacun va utiliser ces outils à sa manière. Et ce qui est intéressant dans le cadre de ce master de création littéraire, c'est justement d'avoir un espace de discussion autour de toutes les manières possibles qu'on a, les uns et les autres, d'aborder à la fois cette pratique. Et je dirais, c'est pas seulement une pratique, c'est aussi un désir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce désir d'écrire ? Eh bien moi, en général, quand les gens me disent j'ai envie d'écrire, j'ai aucune réponse à leur donner, sinon fais-le. Hein. Je vois pas très bien ce qu'on peut dire d'autre. Donc fais-le, et si tu veux, j'ai un endroit où tu peux le faire avec d'autres, et peut-être que ça servira à susciter des échanges, de l'émulation au bon sens du terme. Voilà. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a conçu le master de création littéraire. Donc vous ramenez un peu du collectif dans cette histoire de création littéraire, parce qu'il y a un mythe romantique souvent qui fait que on voit l'écrivain seul dans son coin, qu'il n'est jamais. Voilà, on met du collectif là où on dit qu'il n'y en a pas, et après, libre aux étudiants qui participent à ce master de création littéraire de ne jamais dire qu'ils ont participé à ce master parce qu'ils ont honte, parce qu'ils voudraient absolument être seuls dans leur... ça, après, je sais pas. Après, ils s'arrangent avec le mythe de l'écrivain seul dans sa tour d'ivoire, s'ils veulent. Mais moi, je dénoncerai personne. Hein. Donc, simplement, moi, je sais que de temps en temps, j'ai pas du tout eu l'occasion de le faire quand j'ai commencé à écrire, mais de temps en temps, et pour certains d'entre eux, pas pour tous, je leur dis, personne n'est obligé de s'inscrire à un master de création littéraire. Il y a des écrivains qui vont très bien fonctionner tout seuls, et c'est très bien comme ça. Mais pour certains, c'est vraiment ce qui va leur permettre de lancer quelque chose. Et donc là, on est à la 2e année de ce master, donc on peut déjà voir que pour certains, là où on est content, c'est que pour certains, effectivement, ça suscite, ça y est, enfin par exemple, il y en a certains, on voit, ça y est, ils ont démarré, ils sont partis. Et donc on se dit que oui, la discussion avec d'autres, on leur dit tiens, tu devrais lire ça, enfin voilà, de temps en temps ça a des effets positifs et ça passe, c'est vraiment passé par le collectif. Merci. Juste, on va peut-être pouvoir se permettre quand même de poser 2 questions, enfin de prendre plutôt 2 questions, ou 3 éventuellement. On est un petit peu en retard, mais c'est pas très grave, on va pouvoir rattraper ce retard dans la journée.
Donc s'il y a des questions, 2, 3, pas plus, parce que après il faut quand même qu'on laisse la parole aussi à Roberto Casati qui va intervenir juste après. Non, c'est trop tôt ce matin encore. Oui, ah si, il y a quelqu'un là, au milieu. Juste là. Juste au centre. Par contre, il faut bien attendre d'avoir le micro pour parler. Ici. Là. Bonjour, bon, je me lance. Ça m'a intéressé ce que vous avez dit sur l'histoire du matériau, l'écrivain qui a besoin de matériaux. Et souvent, il me semble que c'est toute la difficulté d'écrire, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce matériau qui est intime, qui est personnel, et quand on le donne à lire à tout le monde, quoi. Voilà, c'est ce rapport entre l'intimité et la littérature. Qu'est-ce que ça devient? Enfin, on n'a souvent pas envie de se démasquer, que ça se voit trop. On essaie de s'arranger de façon à en faire un petit peu autre chose. Et je me demandais si, en fait, en interrogeant d'autres personnes, vous n'aviez pas résolu ce problème, c'est-à-dire déplacer le matériau. C'est plus tout à fait le vôtre, c'est le matériau en apparence de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça redevient le vôtre, d'ailleurs, quelque part, parce qu'il y a les interstices dont vous parlez, tout ce qui n'est pas dit, mais ça se voit moins, sûrement, quoi. Voilà. Alors effectivement, peut-être que j'ai... Alors, ces histoires de matériaux, c'est vrai que moi, je suis allée les chercher à l'extérieur. C'était effectivement extrêmement important d'aller sortir de moi, mais il faut préciser que c'est venu en cours de route. Donc avant, il y a tous les premiers livres où j'ai, comme vous dites, utilisé le matériau intime que j'ai trituré, que j'ai... voilà, j'ai pas hésité, en fait, à faire ça. Et à un moment donné... non pas par pudeur, mais plutôt par fatigue, je suis allée à l'extérieur. Effectivement, on peut dire que ça résout le problème, mais en fait non, parce qu'en réalité, bon, d'abord, je pense que pour écrire un livre, il faut jamais hésiter, parce que si on s'arrange avec enfin voilà, s'arranger, c'est pas être dans la on va dire dans la nécessité à faire. Enfin, il y a quelque chose qui donc bon. Enfin, ça, c'est mon opinion. Hein. Après, le fait de passer par l'extérieur, finalement, je dirais, c'est vrai tout à fait ce que vous dites, et en même temps, je dirais, ça permet d'aller encore plus, parce qu'en fait, comme je vous disais, le principe de ce travail, c'est aussi, évidemment, à chaque fois, si une personne me parle de quelque chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'endroit, en fait, où ça va, je pourrais dire, il y a un endroit où ça va frapper en moi, où ça va résonner, ou je sais pas, et ce qui m'intéresse, c'est cet endroit-là. Non pas parce qu'il n'y a que moi qui m'intéresse, encore que peut-être que si, j'en sais rien, mais je crois pas, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de commun entre la personne et moi. Et en fait, ce qu'il y a de commun entre la personne et moi, peut-être ça sera aussi commun entre la personne et un lecteur, ou entre moi et un lecteur, etc. Donc c'est cet endroit de la singularité où il y a quelque chose de commun dans la singularité. Vous voyez, ça, je trouve que c'est... Donc c'est comme ça que je travaille. Donc déjà, de ce point de vue-là, ça, on va dire, je récupère l'intime de cette manière-là. Par ailleurs, c'est aussi pour moi, du point de vue formel, une manière de contester, on va dire, mais pas idéologiquement, hein, mais de contester formellement ce qu'on appelle l'autofiction. Enfin, je veux dire, pour moi, je pourrais dire, voilà, je fais de l'autofiction, sauf que pour moi, ça ne ressemble pas à ce qu'on appelle habituellement l'autofiction, précisément parce que ce travail-là oblige à embrasser autrement la littérature, oblige à... et c'est pas un détour, ça reconstruit en fait son propre matériau intime complètement. Quand je vous racontais cette histoire de Boucher, voilà, que brusquement on est vraiment déplacé, et c'est ça qui est... C'est au moment où on est le plus déplacé qu'on va récupérer la chose la plus intime. C'est par ce biais. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'autre biais. Donc, effectivement, ça répond en fait à cette double obligation pour moi, qui est d'être, on va dire, d'être à l'extérieur, au sens d'être dans le monde, si vous voulez, et en même temps d'être aussi tout le temps à l'intérieur. C'est les deux choses tout le temps à la fois.
Voilà, on va être obligé de s'arrêter là parce que j'ai l'habitude de déborder, donc c'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Mais comme là, on a une web TV, il faut qu'on reste quand même dans les clous. Je remercie vraiment infiniment Olivier Rosenthal d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir été présente ce matin. Merci. Donc on va prendre quelques minutes, mais très peu, et puis laisser la place donc à Roberto Casati qui va nous parler donc de son ouvrage contre le colonialisme numérique, paru aux éditions Albin Michel en 2013. Et puis il sera donc interrogé par Anne Chevrel qui va venir prendre ma place. Merci.